Dans les vastes plaines du Kenya, où les hautes herbes ondulent sous le vent et où les prédateurs guettent parmi les broussailles, les babouins se déplacent en larges troupes pouvant atteindre 80, voire 100 têtes. Ce sont des animaux profondément sociaux, organisés en hiérarchie rigide qui détermine non seulement qui accède en premier à la nourriture ou aux meilleures zones de repos, mais aussi qui protège et qui obéit. La routine de ces primates commence à l'aube, lorsque les premières lueurs dorées du jour teintent la savane. Après la nuit passée tout en haut des arbres ou sur des corniches rocheuses pour se mettre à l'abri des prédateurs nocturnes, les babouins descendent au sol à la recherche de nourriture. Leur régime est opportuniste et varié. Racines, fruits, insectes et, lorsque l'occasion se présente, petits vertébrés tels que lézards, oisillons ou même rongeurs. Au fil de la journée, les relations sociales rythment chaque instant de leur existence. Les petits demeurent près de leur mère, s'agrippant à leur dos tandis que la troupe avance. Les mâles adultes, de taille imposante et aux canines visibles même la gueule fermée, surveillent les alentours, attentifs aux moindres mouvements suspects dans l'herbe. L'affût des léopards et des grands rapaces impose une vigilance constante, et les babouins réagissent à la menace par des cris rauques et coordonnés qui alertent toute la troupe. Quand un danger s'approche, il est surprenant de voir les mâles se regrouper pour l'affronter, lançant pierres et branches, une démonstration d'intelligence tactique que peu d'espèces possèdent dans cet environnement. À mesure que la chaleur de midi s'intensifie, le groupe cherche des zones d'ombre où se reposer et se toiletter, un comportement essentiel qui non seulement maintient leur pelage exempt de parasites, mais renforce aussi les liens sociaux. Les affrontements pour la position et le leadership sont fréquents, et les alliances peuvent changer en quelques jours. Au crépuscule, tandis que le paysage se teinte de tons cuivrés, les babouins reprennent leur marche vers les refuges surélevés qui leur assureront la sécurité durant la nuit. C'est alors, dans les derniers instants de lumière, que les plus jeunes courent et jouent et que les adultes consomment les derniers bourgeons avant que l'obscurité ne recouvre tout. Dans cette savane implacable, chaque jour est un délicat équilibre entre coopération et rivalité, quête de subsistance et survie face aux prédateurs qui ne dorment jamais. C'est dans ce même décor poussiéreux et impitoyable qu'un groupe de lions, dissimulés dans les herbes jaunies, guette au loin. La savane kenyane, sèche et couverte de poussière, offre peu de cachettes, mais les grands félins savent se fondre dans les herbes blondes. Dans l'ombre, leurs yeux suivent les mouvements d'un jeune rhinocéros noir qui s'est éloigné de quelques mètres de sa mère. L'occasion paraît tentante. Il est rare que les lions s'en prennent à un tel adversaire, mais un petit isolé peut représenter un avantage. Les prédateurs progressent silencieusement, réduisant la distance, mais leur approche ne passe pas inaperçue. La mère, percevant le danger à temps, s'interpose d'une course soudaine entre les lions et son petit. Sa masse robuste et sa corne menaçante inspirent le respect même aux félins les plus audacieux. Les lions, évaluant le risque, s'arrêtent. Ils comprennent qu'un coup de corne pourrait leur coûter cher. Après quelques secondes de tension, ils se résignent à reculer et s'éloignent à la recherche de proies plus vulnérables. Bientôt, c'est un girafon qu'ils convoitent. Sa mère, d'un instinct farouche, peut déchaîner une violence foudroyante lorsqu'elle sent sa progéniture menacée. Un seul coup de sabot suffit à tuer un lion. Le clan doit donc faire preuve de ruse. Ils isolent stratégiquement les deux girafes du troupeau, les faisant paniquer. Les lions frappent vite. L'un bondit, un autre répète l'assaut, tandis que la terreur du girafon grandit. Depuis ses hauteurs, la mère distingue mal ses assaillants. Elle lance un coup de pied brutal qui atteint son propre petit. En un instant de chaos, l'avantage passe au prédateur. La prise est assurée. Comprenant qu'il est vain de lutter sans sa progéniture, la girafe s'enfuit, laissant les félins profiter du festin et assurer ainsi un jour de survie supplémentaire dans cet écosystème sauvage. La nuit tombe doucement sur le Kenya, enveloppant la savane d'une obscurité dense qui étouffe les derniers sons diurnes. La chaleur se dissipe, et tandis que les insectes reprennent leur symphonie, les chasseurs s'activent. Cette fois, la fortune délaisse les lions. Après chaque chasse réussie, plane la menace d'autres prédateurs prêts à profiter du butin.
Un grondement rauque annonce l'arrivée de plusieurs hyènes tachetées. Leur flair ne se trompe pas, il y a de la nourriture à voler. Les deux camps s'observent dans la pénombre. Aucun ne souhaite l'affrontement, mais aucun ne peut reculer. Les hyènes, fortes de leur nombre et de leur audace, avancent sans trop de prudence. Les lionnes, de leur côté, hésitent entre défendre la carcasse ou céder le terrain. Un silence tendu précède une charge soudaine. Les lionnes attaquent les premières pour protéger leurs biens. Les hyènes se dispersent, s'enfuir complètement. L'escarmouche dure à peine quelques minutes. Quand la violence retombe, il ne reste que des morceaux épars et le souffle haletant des vainqueurs. Cette fois, les hyènes n'ont pas délogé les chasseresses, mais dans la savane, aucune victoire n'est définitive. Ainsi se déroule une nuit de plus dans la savane kenyane, où les prédateurs se disputent le même territoire, croisent leurs routes et s'épident avec circonspection. Chacun cherche à éviter les risques inutiles, car survivre dépend aussi de savoir se retirer. Le danger rôde partout. Nul animal n'est jamais totalement en sécurité. Les créatures qui foulent cette terre perfectionnent leur technique depuis des générations. Les guépards, maîtres de l'affût et de la chasse, prouvent que la seule prouesse physique ne suffit pas. Leurs mises à mort ne doivent rien au hasard. Parfois, une femelle chargée de petits patrouille dans les herbes hautes où les jeunes gazelles s'aventurent maladroitement. Elle ne sprinte pas tout de suite. Elle se faufile, étudie les déplacements du troupeau, attend qu'une imprudente s'écarte du couvert. Quand enfin une jeune gazelle se détache, la poursuite est brève et violente. En quelques secondes, un coup de patte la renverse et une morsure précise achève la chasse. Tandis que les prédateurs de la savane luttent pour survivre dans ce milieu létal, au cœur des forêts kenyanes se joue un combat tout aussi implacable, tapi entre les hautes branches et la pénombre du feuillage. Ici, les chimpanzés, loin d'être des proies, règnent sur leur territoire, guidés par une hiérarchie aussi stricte que celle de n'importe quel carnivore. Ils maintiennent fermement les frontières de leur domaine. Tout intrus risque une riposte violente. Les affrontements entre communautés voisines sont brutaux et les patrouilles d'incursion traquent les rivaux inattentifs. Bien que la forêt soit généreuse, le grand nombre d'individus rend la terre précieuse. La lutte pour son contrôle est constante entre les chefs. Malgré la parenté génétique qui les unit à d'autres petits primates, les chimpanzés font preuve de peu de clémence. Chasseurs méthodiques, ils frappent sans pitié un colobe ou un singe plus modeste. La victime est martelée contre le sol, encore et encore, même lorsqu'elle ne bouge plus. Devant la troupe, l'agresseur affirme son rang, démontre sa capacité à détruire, projette sa domination à chaque impact. Il ne s'agit pas seulement d'une proie, mais d'une démonstration crue de pouvoir où l'instinct dépasse toute compassion. Dans ce monde sauvage, nulle diplomatie. L'action éclate aussitôt. Les morsures directes qui déchirent la peau et les coups de poing rageurs dominent. Les embuscades sont fréquentes. Encercler l'ennemi sous plusieurs angles avant de fondre sur lui est une tactique mortelle. Un cri aigu déchire soudain le silence. En quelques secondes, d'autres limitent ailleurs dans la canopée. Ce sont des appels d'alerte. Deux communautés se trouvent sur la même parcelle et aucune ne veut reculer. Du fait des arbres jusqu'au sol semé de racines humides, les sons s'amplifient. La violence éclate sans avertissement. Des groupes serrés se précipitent sur l'adversaire, mordent, déchirent la chair à coups de dents. L'embuscade est rapide mais efficace. Certains chimpanzés encerclent les traînards, les capturant sans issue. Les hurlements deviennent désespérés. Dans le chaos, un corps tombe sur le tapis de feuilles mortes. Les survivants finissent par fuir parmi les troncs, comprenant que rester signifie périr comme les leurs, morts, démembrés ou abandonnés sous la voûte verte. Avec la victoire, cette troupe proclame son emprise. Elle a compris tôt ou tard que survivre impose l'usage de la violence quand l'occasion se présente. Éliminer les présences indésirables pour rétablir l'ordre du groupe. Dans la forêt dense, un chimpanzé s'aventure pour cueillir des fruits. S'écartant des siens, il atteint une zone plus sombre où le danger se tapit. Entre les racines, un python,
immobile et dissimulé, l'observe. Quand la victime est assez proche, le serpent jaillit. En un éclair, il enserre ses membres d'une force implacable. Surpris, le primate lutte, mais la constriction l'écrase. Il s'épuise jusqu'à l'immobilité. La scène s'achève en un instant. La jungle, indifférente, poursuit son cours comme depuis des millénaires. Prédateur patient, le python est l'un des serpents les plus imposants de la région. Son corps peut mesurer entre 4 et 7 mètres et se meut avec une agilité qui dissimule sa taille. À l'âge adulte, il peut peser jusqu'à 100 kg, masse suffisante pour stocker de grandes quantités de nourriture. Après une proie conséquente, comme un chimpanzé, le python emmagasine jusqu'à 25% de son poids dans son estomac, lui permettant de survivre des semaines sans manger. Il reste alors immobile et caché, réduisant l'exposition aux compétiteurs. Côté reproduction, la saison des amours commence entre août et octobre lorsque le climat est plus clément. Espèce polygame, la femelle s'accouple souvent avec plusieurs mâles. Après la copulation, elle pond entre 20 et 50 œufs qu'elle incube 2 mois dans un nid improvisé, au pied d'un arbre ou directement sur le sol. Durant cette période, la femelle garde ses œufs, régulant la température par contraction musculaire. Le processus, qui n'excède pas 8 semaines, témoigne de son instinct protecteur. Une fois éclos, les petits dépendent d'eux-mêmes dès l'instant où ils brisent la coquille. Aucun soin parental ultérieur ne leur est destiné. Cette stratégie de survie souligne l'adaptabilité du python, maître autant dans l'art de la chasse que dans celui de la perpétuation de l'espèce dans une jungle kenyane féroce. Dans cet environnement tropical où l'humidité perle sur chaque feuille et où l'averse surgit sans prévenir, la vie suit son cours implacable. Les forêts tropicales du Kenya, telles que Kakamega, se caractérisent par une végétation dense, des cimes entremêlées et le bourdonnement incessant des insectes, où s'adapter est vital. Là, le pangolin à ventre blanc se glisse discrètement, presque imperceptible. Ce mammifère nocturne et solitaire sort au crépuscule pour se nourrir. Son menu se compose principalement de fourmis et de termites qu'il capture grâce à une langue longue et collante pouvant atteindre 40 cm. Durant la journée, il se réfugie dans un creux d'arbre ou parmi les branches, se roulant sur lui-même pour dormir. Il peut ingérer jusqu'à 200 grammes d'insectes en une seule nuit, une quantité notable pour un animal si petit. Son trait le plus distinctif est sa carapace d'écailles kératiniques. À la moindre menace, il se roule en boule quasi impénétrable. Léopards et grands rapaces renoncent souvent face à cette forteresse vivante, les écailles résistant même aux morsures directes de prédateurs intermédiaires. Malgré une démarche maladroite, le pangolin possède un odorat aiguisé, détectant les nids d'insectes à plusieurs mètres, guidé davantage par l'odeur que par la vue, limité. Ainsi, dans l'entrelac vital de la forêt, il demeure un exemple d'adaptation, se déplaçant silencieusement dans les ombres et reflétant la richesse fragile de la biodiversité locale. Au Kenya, les paysages changent vite. Au-delà des forêts humides, la végétation cède la place à de vastes savanes sèches et dorées. Dans ces plaines ouvertes, des espèces discrètes mais étonnantes trouvent leur voie. C'est ici que l'étourneau africain, souvent ignoré parmi les herbes, révèle des talents insoupçonnés. Sous son apparence modeste, l'étourneau a développé une étonnante capacité d'imitation. Cette faculté, loin d'être un simple tour, s'enracine dans l'impératif de survie. Dans un environnement africain dynamique et dangereux, où les prédateurs rôdent et les proies se raréfient, l'étourneau exploite les voies d'autrui à son avantage. L'imitation n'est pas seulement un moyen de communication, c'est une arme qui déroute les chasseurs. En reproduisant les cris d'animaux plus grands ou même d'autres oiseaux comme l'aigle, l'étourneau sème le doute chez ses prédateurs. Ceux-ci, incertains de la source du son, hésitent à attaquer, donnant au petit oiseau le temps de fuir. Mais l'imitation ne vise pas uniquement les ennemis. L'étourneau s'en sert aussi pour tromper ses semblables. Dans un monde régi par les hiérarchies et la compétition, celui qui trompe un autre au moyen d'un chant peut gagner un avantage. Parfois, imiter une femelle ou un congénère perturbe la dynamique du groupe, créant confusion et désavantage pour certains au profit du tricheur.
Ce subterfuge social qui pourrait paraître anodin est en réalité essentiel dans la lutte où le plus astucieux a les meilleures chances de prospérer. Alors que certains misent sur le leurre sonore pour se dissimuler, d'autres ne peuvent masquer leur éclat. Sur les plaines découvertes, où chaque rayon révèle la vulnérabilité, le paon avance, son plumage refusant tout compromis avec la discrétion. Cet oiseau singulier, présent dans les landes ouvertes et les bois clairs de plusieurs régions kenyanes, ne saurait passer inaperçu. Son allure lente et vigilante, entre clairières herbeuses et fourrées, affiche une majesté qui outrepasse toute tentative de dissimulation. Dès la première lueur, son plumage éclate dans le paysage. La queue du mâle, en réalité une rangée de couvertures allongées, se déploie en éventail pendant les mois de rut, avec une succession d'ocelles métalliques qui semblent surveiller les alentours. Chaque souffle de vent, chaque pas qu'il fait, entraîne un murmure de couleurs impossibles. Dans la pénombre des arbres, cette lueur possède une utilité précise. Ce n'est ni un ornement, ni une erreur évolutive, mais un outil qui, malgré la délation qu'il implique, continue de faire la différence. Ce plumage devient une arme de persuasion. Durant la saison des amours, les mâles délimitent des zones ouvertes où ils attendent le passage des femelles. C'est alors que l'exhibition commence. Ils secouent la queue, hérissent les plumes dorsales et produisent un son sourd, presque imperceptible, mais dont les fréquences trahissent leur vigueur. Les ocelles s'alignent comme des yeux immobiles et attentifs. Les femelles, au plumage plus discret, parcourent ces espaces en décidant quel prétendant possède non seulement le plus d'éclat, mais aussi l'endurance, la hiérarchie et la capacité de persister dans cet environnement. Les affrontements entre mâles, bien que rarement mortels, peuvent se traduire par des poursuites, des coups de bec et des luttes. Ce n'est pas la force brute qui définit le pouvoir, mais la constance, la taille et le scintillement de ces plumes qui pèsent, entravent la fuite, mais ouvrent la voie à la descendance. Malgré le désavantage évident de porter un tel déploiement ornemental, le paon a réussi à se maintenir dans son habitat grâce à quelques refuges de végétation dense et à une vigilance constante. La plupart de ses prédateurs potentiels sont des mammifères furtifs, des serpents ou des rapaces de taille moyenne, mais sa structure corporelle et sa vue perçante lui permettent d'apercevoir les mouvements à distance. Lorsque la menace se rapproche, sa première ressource est la course rapide et, si nécessaire, un vol bref et vertical vers les arbres les plus proches. La nuit, les paons dorment sur des branches élevées, groupés en petites bandes qui réduisent le risque d'être surpris au sol. Sous cette apparence de calme ornemental, leur vie quotidienne exige attention, opportunisme et persévérance inlassables. Tandis que certains animaux déploient leur extravagance pour séduire ou s'imposer, d'autres cultivent leur place aux marges les plus hostiles de la savane, où la survie ne dépend pas de la beauté, mais d'une résistance obstinée et de ressources rares. Dans les régions sèches et brûlées du nord du Kenya, une silhouette élancée au pas tranquille parcourt les terrains poussiéreux. L'oryx beisa, avec son pelage clair et ses cornes droites reconnaissables qui peuvent atteindre presque 1 mètre de longueur, se déplace naturellement, étranger à la tension constante qui définit son environnement. Sa présence apporte une dimension différente à l'écosystème kenyan, non par la flamboyance de son aspect, mais par les adaptations extrêmes qui lui permettent de supporter des températures insupportables pour d'autres. Cette antilope possède la capacité de faire monter sa température corporelle interne jusqu'à 46 degrés sans subir de dommages, évitant ainsi une perte excessive d'eau par transpiration ou halètement. Avantage décisif lorsque les points d'eau se réduisent à des flaques troubles. Il peut métaboliser l'humidité contenue dans les pousses, les racines et les gousses sèches qu'il consomme, lui permettant de survivre plusieurs jours sans boire. Contrairement à d'autres herbivores qui dépendent d'un mouvement constant pour fuir le danger, l'oryx conjugue la résistance avec la menace. Armé de ses cornes droites et aiguës comme des lances, il n'hésite pas à affronter les prédateurs si le terrain ou le moment lui accorde un avantage. Il est arrivé qu'un lion, confiant dans son habileté, reçoive un coup de corne fatal en tentant d'abattre l'un de ses antilopes. Cette aptitude à rendre la violence fait de l'oryx une présence singulière dans la faune kenyane, où la plupart de ses pairs comptent exclusivement sur la vitesse ou le camouflage.
La vigilance constante du mâle dominant et la coopération entre les membres du groupe sont essentielles à la survie de l'oryx dans un tel environnement exigeant. Chaque mouvement est conçu pour anticiper et réduire les risques, mais il existe des moments où le calme apparent du paysage peut entraîner la distraction. Dans la savane, même le plus petit éloignement du troupeau peut exposer les plus jeunes à un danger mortel. Un petit oryx, ignorant la surveillance permanente qui l'entoure, décide de s'aventurer au-delà du cercle protecteur. Sans conscience des risques, il s'éloigne du groupe. Encore mal assuré sur ses pattes, il s'approche lentement de la berge d'une rivière stagnante, l'eau trouble invitant à étancher sa soif. Mais la naïveté de sa jeunesse ne tarde pas à être détectée. Depuis les eaux, un prédateur au sang froid et à la patience infinie observe les mouvements du petit. La silhouette sombre du crocodile émerge avec la douceur d'un souffle, son corps lourd presque immobile sous la surface. L'oryx, en percevant la présence de l'ombre qui monte, tente de reculer, mais il n'a plus de temps. D'un mouvement presque imperceptible, le crocodile bondit en avant. Sa mâchoire se referme fermement sur la patte délicate du petit. La force de l'attaque le renverse et, dans sa lutte pour se libérer, l'animal se retrouve piégé. D'une torsion calculée et brutale, le crocodile commence son attaque définitive, la rotation de la mort. Ce mouvement ancestral, perfectionné par des millions d'années d'évolution, est aussi létal que précis. Le crocodile ne se contente pas de sucer et de s'accrocher. Il utilise son corps puissant pour tourner violemment, entraînant sa proie à travers l'eau en une spirale mortelle. Le petit oryx, incapable de s'échapper, est pris dans la voracité implacable de ce prédateur qui démontre encore une fois la rudesse de la savane. Le crocodile du Nil, prédateur primitif et létal, passe la majeure partie de sa vie immergé dans les eaux tranquilles du Kenya. Sa peau, recouverte d'écailles dures comme des armures, se camoufle parfaitement sur les rives boueuses, où il demeure presque immobile, attendant patiemment l'arrivée de sa prochaine victime. La quiétude de son corps est trompeuse, car sous ce calme se cache un instinct de chasse aussi affûté qu'ancestral. L'eau est sa demeure, mais il ne s'y limite pas. Parfois, après de longues heures d'immobilité dans son refuge aquatique, le crocodile émerge lentement sur les rochers, cherchant la chaleur du soleil pour réguler sa température. Son comportement est méticuleux et calculateur. Il n'agit pas par impulsion. Il profite de chaque occasion pour se déplacer furtivement et surprendre ses proies. Lors des migrations massives, le crocodile devient un spectateur privilégié des mouvements de la savane. Tout comme ses congénères aquatiques, il n'a pas besoin de poursuivre constamment ses proies, sachant que dans ces périodes d'abondance, les créatures les plus vulnérables tomberont dans ses mâchoires. Il reste à l'affût, au point où les troupeaux de gnous, de zèbres et d'autres animaux traversent l'eau. Et c'est alors que le crocodile déploie une compétence unique, sa patience. Les yeux juste au-dessus de la surface, il observe le passage des animaux et, en un clin d'œil, lance son attaque foudroyante. La force de sa morsure est incomparable, capable de briser les os avec facilité. Le crocodile est, par nature, solitaire. Même si l'on peut parfois voir plusieurs de ces reptiles ensemble, cela n'implique pas une vie sociale. Chacun reste sur son territoire, patrouillant les rives et affrontant tout intrus qui s'approche assez pour être dévoré. La maîtrise du territoire est cruciale. Là où il y a nourriture et refuge, il y a survie. Les yeux du crocodile, situés au sommet de sa tête, sont conçus pour détecter même le plus petit mouvement dans l'eau. Dotés d'une membrane spéciale, ils permettent de voir clairement sous l'eau comme à la surface. Cette vision avancée peut détecter des proies ou des menaces à des distances étonnantes, même par faible visibilité. Solide et précise, la structure oculaire du crocodile a évolué pendant des millions d'années, lui conférant une capacité à percevoir la lumière que peu d'animaux partagent. Témoin vivant d'une ère préhistorique, le crocodile est resté presque intact pendant plus de 200 millions d'années. Sa forme et son comportement, affinés par l'évolution, en ont fait un chasseur exceptionnel. Parfaitement adapté à la vie aquatique, il conserve toutefois l'agressivité et la ruse qui l'ont rendu l'un des prédateurs les plus redoutés de la planète. Sur les rives des rivières kenyanes, le crocodile guette dans les eaux calmes,
tandis que dans le ciel si lointain et élevé, un regard tout aussi létal se fixe à l'horizon. Bien que leurs domaines ne se croisent pas, la nature a façonné les deux prédateurs avec la même efficacité, la patience et la violence. Le faucon pèlerin, depuis son perchoir dans les hauteurs, est une flèche qui descend avec une précision mortelle. La différence réside dans la direction. L'un guette sous l'eau, l'autre fond du ciel. Mais tous deux partagent la même qualité qui les rend terribles, un instinct prédateur perfectionné, capable de transformer un simple mouvement en embuscade fatale. Capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 320 km/h en piqué, cet oiseau de proie, compact et effilé, a développé une chasse qui dépend autant de la précision que de la violence soudaine. Il n'a pas besoin d'annoncer sa présence ni de prolonger ses surveillances. Depuis des hauteurs que d'autres animaux ne perçoivent même pas, ses yeux, adaptés pour détecter des proies à plus de 3 km, fixent leur cible avec une netteté inébranlable. Cette vue aiguisée, alliée à sa maîtrise aérodynamique, fait de sa chasse un acte bref, presque imperceptible pour quiconque ne scrute pas le ciel. Pendant la saison de reproduction, il préfère nicher sur des falaises, des parois rocheuses et d'anciennes formations pierreuses qui dominent la savane. Des points élevés d'où il surveille son territoire et évite les prédateurs terrestres. Au sol, la proie reste attentive aux dangers qui surgissent des buissons ou derrière les pierres, mais elle anticipe rarement la menace qui descend d'en haut. Un lapin explorant les marges d'une clairière, alerte aux prédateurs terrestres, ne perçoit pas que, là-haut, le faucon a amorcé sa descente. La chute est propre, verticale, et l'air ralentit à peine le corps de l'oiseau qui utilise la vitesse comme principal atout. L'impact est brutal, mais jamais hasardeux. Avec des serres acérées et une technique raffinée, il attaque en plein vol, frappant avec une force telle que, dans la plupart des cas, le premier contact suffit à immobiliser ou tuer la proie avant qu'elle touche le sol. Ce sont ces serres, et non uniquement la violence du choc, qui terminent de déchirer le corps de l'animal, provoquant une mort instantanée par traumatisme et déchirure interne. Il n'y a ni lutte prolongée ni poursuite interminable. Sa violence est rapide, précise, et disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Cette méthode de chasse, unique parmi les rapaces de son entourage, lui permet de garder un large contrôle de son territoire aérien sans avoir besoin d'affrontements constants avec d'autres prédateurs. Le faucon pèlerin, contrairement à d'autres chasseurs du Kenya, profite du vide du ciel, où il rencontre rarement une concurrence directe. Il coexiste toutefois avec des espèces comme l'aigle martial ou l'autour africain, bien que chacune maintienne ses proies et altitudes préférées, réduisant ainsi la confrontation. Sa vie s'écoule entre de longs vols, la surveillance depuis des hauteurs avantageuses, et ses piquets meurtriers qui interrompent en quelques secondes la routine de toute créature assez imprudente pour s'aventurer sans lever les yeux. Si le ciel kényan devient un champ de chasse pour le faucon pèlerin, le sol est le domaine d'une force tout autre. Sur les plaines brûlées par le soleil, l'éléphant d'Afrique avance d'un pas lourd. Ces géants de la savane dominent la terre avec une majesté imposante. Les adultes dépassent les 6 tonnes et l'empreinte d'un seul pas exerce une pression capable d'écraser sans effort le crâne de prédateurs tels que lions ou hyènes. Contrairement à d'autres espèces herbivores qui choisissent presque toujours la fuite, les éléphants n'évitent pas le conflit s'ils se sentent menacés. Ils se regroupent, protègent leurs petits derrière un mur de corps immense et affrontent, si nécessaire, tout agresseur, y compris les crocodiles qui rôdent aux abords boueux des points d'eau. L'aube d'un éléphant kényan est dictée par un besoin incessant de nourriture et d'eau. Ils peuvent consommer jusqu'à 150 kg de végétation par jour, se déplaçant à travers des savanes sèches, des fourrés épineux et des lits de rivières intermittents à la recherche d'herbes fraîches, d'écorces et de branches tendres. Ces allées et venues ne sont toutefois pas aléatoires. Les éléphants entreprennent des migrations organisées qui traversent de vastes étendues et sont soigneusement guidés par les matriarches qui connaissent par cœur les itinéraires sûrs vers les sources d'eau saisonnières et les zones de refuge. Cette capacité à se souvenir avec précision des routes et des territoires pendant des décennies, même après de longues périodes de sécheresse ou de changements environnementaux, révèle une mémoire exceptionnelle.
Les éléphants sont capables de reconnaître des visages, d'identifier des alliés ou des ennemis après des années de séparation et même de résoudre des problèmes en groupe. On les a vus utiliser des branches comme outils pour chasser les insectes ou dégager des sentiers et adapter leur comportement face au changement du milieu ou à l'apparition de nouvelles menaces. Cette intelligence sociale et spatiale assure leur survie et renforce les liens au sein du troupeau, faisant de chaque déplacement une œuvre collective d'expériences partagées. Au cours de l'année, les éléphants du Kenya se lancent dans des migrations liées aussi bien à la rareté des ressources qu'au cycle de reproduction. Pendant le musth, période d'agressivité accrue chez les mâles, surviennent des affrontements violents entre rivaux, des combats qui n'ont pas pour but le spectacle mais la possibilité de se reproduire. Ces disputes ne sont pas constantes, mais lorsqu'elles éclatent, aucun autre animal n'ose approcher. Les vainqueurs s'accouplent et, après cela, les troupeaux reprennent leur marche vers de nouvelles terres où le cycle de nourriture, d'eau et de conflits se répète encore et encore au rythme rude et éternel de la savane africaine. Dans leur progression constante à travers l'immense savane, le troupeau affronte les défis d'un terrain imprévisible. Pourtant, la menace qui se profile cette fois est d'une autre nature. Sur le sentier aride qui les conduit vers une région plus prometteuse, les éléphants rencontrent un danger inattendu, un clan de hyènes. Le troupeau a franchi le territoire ennemi et maintenant, tandis qu'il avance avec précipitation, les hyènes rôdent, guettant l'occasion d'attaquer un éléphant vulnérable, qu'il s'agisse d'un petit ou d'un membre affaibli. Le troupeau continue sa marche, mais sur le flanc le plus exposé, un éléphanteau trébuche, glissant sur le sol desséché. L'instant est fatal. Les hyènes le savent. Un petit est une proie facile, vulnérable à leur nombre. Elles commencent leur avance, prêtes à chasser le jeune éléphant. La réaction du troupeau est instantanée. Les adultes, gardiens de leur lignée, se regroupent rapidement. Les matriarches se placent autour du petit, créant un mur de corps, une barrière presque impénétrable. Les mâles les plus grands se positionnent, protégeant les flancs des plus jeunes. Les hyènes s'approchent, évaluant le risque. Elles ne s'attendaient pas à une telle résistance. À chaque pas, le troupeau devient plus compact, plus féroce, un véritable front de force et d'unité. La première attaque des hyènes rencontre une réponse inattendue. Les éléphants ne se contentent pas de se défendre. Avec une fermeté implacable qui dépasse la brutalité, ils avancent vers les hyènes, qui commencent à douter, à reculer. La puissance d'un éléphant adulte est sans égale. La pression d'un pas peut pulvériser le corps d'une hyène avec facilité. Une à une, les hyènes sentent la force du troupeau et, comprenant que le prix de la chasse est trop élevé, se retirent, disparaissant dans la savane. Quelques jours plus tard, épuisés, affamés et assoiffés, les éléphants atteignent enfin leur destination. Un vaste territoire verdoyant, riche en ressources tant désirées. L'eau coule en abondance et la végétation s'étend devant eux comme une bouée de sauvetage. Le troupeau a survécu au danger, mais le plus important est que le petit aussi. À cet instant, non seulement la survie d'une génération est assurée, mais la possibilité d'une nouvelle demeure vivante. Contrairement à d'autres écosystèmes où la sécheresse et la pénurie sont permanentes, le Kenya parvient à maintenir un équilibre sous toutes ses formes, permettant à une diversité d'espèces d'émerger et de coexister grâce à la grande abondance de nourriture et de ressources. Mais le Kenya sauvage a deux visages, sa profusion de ressources et le risque quotidien de défendre ce qui a été acquis, parfois en fuyant à temps, parfois par une violence et un danger constant. Des forêts tropicales denses de Kakamega aux savanes ouvertes du Masai Mara et aux zones arides du nord, ce pays est une mosaïque d'environnements imprévisibles où l'abondance et le danger coexistent sans répit. Là, le léopard se glisse dans l'ombre avec discrétion et le python attend immobile dans la broussaille, rappelant qu'au Kenya, tout instant de calme n'est qu'une trêve éphémère. Même les chimpanzés, animaux qui se sont historiquement tenus à l'écart des conflits directs pour la nourriture avec les grands prédateurs, ont appris à lire les signaux de l'environnement, comprenant que sur cette terre, la survie ne tolère pas l'inattention. Chaque créature, du prédateur le plus meurtrier à la proie la plus prudente, sait que la véritable loi n'est ni la force ni la rapidité, mais la capacité de survivre dans un monde où tout peut changer en un instant.
Et tandis que le soleil disparaît derrière l'horizon irrégulier d'acacias et de collines, la jungle et la savane s'enfoncent dans un silence tendu, sachant qu'à l'arrivée de l'obscurité, la lutte recommence.